Moubarak était un allié incontournable de l'Amérique. Mais quand le peuple a démontré qu'il ne voulait plus de Moubarak, ce peuple qui était dans les rues, l'Amérique a été obligée de céder. Elle a demandé à Moubarak de partir. Et pourtant, Moubarak, c'était quelqu'un qu'ils étaient techniquement contraints de soutenir. S'ils voulaient préserver le dialogue israélo-palestinien, ils ont quand même été forcés. En Tunisie, pareil. Ben Ali a été forcé à la sortie parce que le peuple l'y a poussé. Au Burkina Faso, pareil. Compaoré était l'allié de la France, et j'allais dire de l'Occident, en Afrique de l'Ouest. C'était la puissance militaire que la France utilisait pour aider au coup d'État ou dans le cadre de la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'était donc un allié incontournable de la France. Mais quand le peuple, le million de Burkinabés là, qui étaient dans les rues de la capitale, a imposé sa volonté, même Compaoré, il faisait quoi? Il allait chasser. Quelle armée allait être capable de chasser 1 million de Burkinabés dans les rues, des rues de Ouagadougou et d'ailleurs? Qui? Quelle armée? Même Compaoré, dans ce moment-là, s'est rendu compte que c'était impossible. Donc, c'est vous dire, chers compatriotes, que l'équation du changement, elle est simple, c'est mathématique. Elle ne s'improvise pas. J'ai l'impression que les pingouins ont pensé qu'on improvisait une insurrection populaire, qu'en fait, il fallait simplement aller à l'élection et le peuple, comme par miracle, sans que quelqu'un lui ait parlé le discours de l'insurrection, allait se soulever par lui-même. Oui, les peuples le feront généralement, et en fait, le Gabonais l'a toujours fait. En 90, il l'a fait. En 93, il l'a fait. En 95, le peuple est souvent là après. On a toujours vu que le peuple gabonais est un peuple insurrectionnel. Et on le sait pourquoi. Parce que à chaque fois, il fait ses tentatives par lui-même, sans qu'on ne lui ait dit. Et il ne sait suivre que des leaders qui lui promettent l'insurrection. La méthode force, les leaders qui lui donnent l'impression qu'ils sont prêts à découdre. Mais seulement, ils sont toujours déçus, parce que ces leaders-là ne vont jamais au bout de la logique. Ils ne donnent jamais les bons mots d'ordre. Ils tergiversent, ils tournent autour du pot. Mais on a besoin de leaders qui parlent le langage direct. S'il faut brûler, vous dites brûler. S'il faut casser, vous dites casser. Parce que c'est ça que le peuple attend. N'attendez pas que le peuple devine votre pensée. C'est quoi cette affaire de « oh, prenez, le peuple doit prendre ses responsabilités ». Ce n'est pas un mot d'ordre, ça. Le peuple ne sait pas comment prendre ses responsabilités. Un peuple insurrectionnel se maîtrise par le message que vous voulez donner. Parce que vous savez, un peuple qui ferait les choses par lui-même, le pouvoir que vous voulez même obtenir peut tomber dans les mauvaises mains. Vous pouvez peut-être laisser le peuple faire par lui-même, mais à la fin, c'est un désordre. Et à la fin, ce désordre ne vous profite pas. Mais quand vous le contrôlez par vos mots d'ordre, parce que vous savez exactement comment le diriger, comment diriger son action, quelles sont les cibles que vous visez, c'est qui les ennemis de la République que vous combattez. Si vous n'êtes pas capable de leur donner exactement la procédure, la méthodologie, l'intention, la finalité, clarifier le combat pour ce peuple-là, vous ratez votre affaire. Parce que vous ne savez pas parler à ce peuple. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi je pense que la question du changement au Gabon a totalement été ratée. Le combat de Ping, c'est un combat perdu, c'est fini. Après un an de l'élection, vous attendez encore quoi? Vous croyez que le combat de Ping va porter à quoi? C'est un combat perdu. La communauté internationale a plus ou moins reconnu déjà Ali Bongo. Ping n'accédera jamais au pouvoir au Gabon, c'est fini l'épisode Ping, parce qu'il l'a raté, il ne l'a pas organisé. Il a cru que la DTE que nous proposions était un fantasme, mais on voit aujourd'hui que c'est l'élection qui était un fantasme. Et quand des gens comme moi se taisent, il faut vous dire qu'il y a un moment, après avoir dit les mêmes choses pendant près de 20 ans, et que les gens n'écoutent pas, mais vous les laissez aller. Mais vous croyez quoi? Je me suis tué parce que je savais que j'aurais pu continuer à répéter les mêmes choses. On allait m'accuser peut-être même de faire le travail d'Ali Bongo parce que je critiquais Ping et tout le reste. Mais je savais que c'était une affaire perdue d'avance. Seulement, j'ai l'impression que Ping a menti aux Gabonais sur son fameux carnet d'adresse. Et ça, c'est incroyable. Et il a tout raté. Au niveau de la communication, quand il envoie ses porte-paroles
se défendre à la télévision. Oh, nous, on n'a jamais demandé au peuple de faire la violence. Ah bon? Mais le peuple, quand il voit ça, que vous ne partagez pas, vous n'assumez pas sa violence ou ses actes, ce que vous vous distancez, mais le peuple se fatigue. Comment pouvez-vous expliquer que le peuple, quelques jours après l'élection, se soulève spontanément? Mais quand finalement le régime prononce la victoire définitive du dictateur, ce même peuple reste à la maison. Pourquoi vous pensez ça? Mais c'est parce que quelque part, votre discours semble être un discours trompeur, par lequel vous attendez que le peuple se soulève de lui-même, fasse des sacrifices, aille se faire tuer, pendant que vous distancez de ces actes-là. Le peuple a besoin de voir que vous êtes avec lui jusqu'au bout, que quand il brûle, c'est parce qu'il sait qu'il défend quelque chose qui vous profitera d'ailleurs, puisque si vous dites que vous avez gagné l'élection, quand le peuple brûle, il brûle pour vous mettre au pouvoir. Quand le peuple prend des balles et meurt, il meurt parce qu'il se dit, vous allez prendre le pouvoir, c'est à vous que ça va profiter. Mais quand vous allez à la télévision, vous dites à vos porte-paroles de se distancer de la violence du peuple, et vous dites, oh, nous on n'a jamais demandé au peuple, vous voyez, nous on n'a même pas fait de gouvernement parallèle, nous on respecte la loi. Mais vous respectez la loi du Gabon c'est quoi? C'est celle-là même qui vous empêche d'accéder au pouvoir, quand même. Il faut le comprendre. Donc, ne soyons pas dans la duplicité. Cessons de vendre des fantasmes aux Gabonais. La bataille, le combat de Ping est terminé. Moi, je pense que jusqu'au bout, les Gabonais ont finalement fait l'erreur. Et là, c'est le dernier paramètre de ce que j'ai envie de dire sur la question de Ping. Voyez-vous, il s'est produit une erreur terrible au lendemain de l'élection. C'est-à-dire que si, bon, on admet d'un côté que les Ping ne se sont pas préparés, Ping et son groupe, les pingouins comme on les appelle aujourd'hui, ne se sont pas préparés pour l'insurrection, qui n'avaient pas de plan B, ça c'est, bon, on va le dire, c'était une évidence, au vu de tout ce qui s'est passé. Mais il restait quand même un autre point qui était important, c'est que, vu que nous savions tous que l'Union européenne n'avait pas pour mandat, ni même l'Union africaine, n'avait aucun mandat de proclamation des élections. Il ne pouvait pas. Même s'il savait qui avait gagné, il ne pouvait pas dire que tel ou tel avait gagné. Même si c'est Ali Bongo qui avait gagné, il ne pouvait pas dire qu'Ali Bongo avait gagné. Pourquoi? Parce que leur mandat ne le leur permettait pas. Devant donc cette réalité, nous savons au moins une vérité, c'est que la même communauté internationale a reconnu que l'élection s'est très mal passée, qu'en fait, le résultat était illégitime. Ça, c'est important de le comprendre, chers compatriotes, ce que je vais dire. Si le résultat de l'élection est illégitime, parce que l'élection s'est mal passée, ça veut donc dire en fait que, quelle que soit la personne qui dirait qu'elle a gagné dans ces conditions, cette victoire est automatiquement illégitime, parce que techniquement, une élection transparente qui s'est bien passée apporte la légitimité qui elle-même se construit sur une certaine légalité. Mais au Gabon, il y a d'abord un socle illégal, puisque les conditions de l'élection ne sont pas transparentes et sont manipulées du début à la fin. Et du coup, quand l'élection n'est pas transparente, ça devient comme une pièce avec deux côtés. L'un des côtés, c'est Ali Bongo, l'autre côté, c'est Jean Ping. Alors, on ne peut pas tout d'un coup dire, oh, l'élection est mauvaise, mais on va quand même donner la victoire à Jean Ping, parce que même si la victoire revient à Jean Ping, elle n'en est pas moins illégitime, parce que construite sur l'illégalité. Oui, vous me direz, oui, on sait très bien que sans la manipulation du Haut-Ogooué, Ping gagnait. Mais d'accord, mais c'est de ça que justement on parle, que s'il y a eu manipulation, il n'y a pas eu transparence. On ne peut même pas réellement prouver la victoire de l'un ou de l'autre. Donc ça veut dire qu'en réalité, la meilleure position que l'opposition gabonaise aurait dû emprunter, la position que l'opposition aurait dû adopter, n'était pas tellement une position qui demandait à la communauté internationale de reconnaître la victoire de Ping. Parce qu'en fait, c'était impossible. La communauté internationale ne pouvait pas reconnaître la victoire de Ping. Parce que ce n'était pas son mandat de dire qui a gagné. Par contre,
Là où tout le monde était d'accord était que l'élection n'était pas transparente, qu'elle s'était mal passée et qu'elle n'était pas légitime. Ça veut donc dire qu'en fait, l'argument principal que l'opposition, si elle était sérieuse, aurait dû faire, était de demander l'annulation de l'élection. Parce que vous voyez, l'annulation était la meilleure option dans ce contexte-là. L'Union européenne était impuissante dans la proclamation. Mais elle aurait pu reconnaître une position qui dit il faut annuler. Et si l'opposition avait poursuivi l'annulation, la communauté internationale aurait eu plus de facilité à accompagner une revendication pour l'annulation au vu des conditions, plutôt que la victoire de l'un ou l'autre. Et c'est sur ce terrain qu'il fallait désormais jouer, c'est-à-dire, dès le lendemain de l'élection, une fois qu'on constatait que Ali Bongo avait trépatué l'élection et que la CENAP était dans cet esprit d'aller simplement confirmer ce trépatouillage, dès ce moment, il fallait militer pour l'annulation. Et l'annulation aurait eu, on allait dire, un avantage. C'est que dans le contexte du moment, si l'Union européenne avait dit oui, nous sommes d'accord parce que le résultat est tel qu'en fait, il vaut mieux annuler et repartir dans une élection dans un an. Mais vous voyez, ça nous mettait automatiquement dans une situation de transition. Ça nous mettait automatiquement dans une situation de transition. C'est-à-dire qu'avec l'Union européenne, la communauté internationale, la communauté africaine, tout le monde militant pour l'annulation, ça aurait pu contraindre Ali Bongo justement à l'annulation. L'idée étant maintenant que si on annulait, on rentre automatiquement dans une transition et on crée des conditions contraignantes qui allaient faire qu'au bout de cette transition, on reparte à une nouvelle élection. Mais cette fois, avec l'avantage qu'on négocierait un accord tripartite, c'est-à-dire la communauté internationale, l'opposition et le régime, mais dans un cadre où on enlève l'organisation de l'élection des mains du régime pour que ce soit désormais la communauté internationale qui organise l'élection et jouisse justement du pouvoir de proclamation. Ça voulait donc dire que dans un an, simplement, on aurait pu avoir une nouvelle élection parce que la première aurait été reconnue comme illégitime et aurait été annulée. Et si l'opposition avait mis le peuple dans les rues pour réclamer l'annulation, ça aurait été plus facile à obtenir que le fait de dire à la communauté de reconnaître la victoire de Ping. C'était impossible à obtenir. Mais la communauté aurait pu accompagner un discours pour l'annulation. Et si le peuple était dans la rue pour obtenir l'annulation, elle aurait été obtenue. Et on serait même peut-être là maintenant déjà en train de préparer la nouvelle élection parce que quand même, près d'un an après l'élection, on aurait déjà eu le temps de refaire la constitution parce que les conditions auraient été automatiquement créées pour créer une nouvelle constitution, pour mettre en place les conditions contraignantes qui auraient permis d'enlever l'organisation des élections des mains du régime et de faire que ce soit plutôt la communauté internationale qui, à la fois, organise cette élection et jouisse du pouvoir de proclamation. Et ça nous aurait garanti donc une victoire assurée. Par la suite, qui soit transparente et qui reflète vraiment la volonté du peuple. Donc vous voyez que sur toute la longueur, des erreurs ont été commises à tous les niveaux. Le refus de Ping de se joindre à la dynamique DTE en vendant cette fameuse utopie de concomitance qui n'avait aucun sens, comme si on pouvait faire cohabiter une philosophie électoraliste pure et une philosophie insurrectionnelle pure. Ces deux-là ne vont pas ensemble. Oui, je peux comprendre qu'on puisse dire on va peut-être utiliser l'élection comme un déclic, mais ça veut dire que vous auriez quand même pu déjà préparer le peuple à cette idée que l'élection n'est qu'un déclic, mais en fait on attend des gens qu'ils soient dans les rues. Ping n'a préparé rien de ça, puisque les discours n'ont pas préparé le peuple. L'opposition n'a que les discours pour préparer le peuple. Le peuple aurait dû être prêt. Moi, si j'avais été à la place de Ping, c'est ce que j'allais faire. Le Gabonais aurait dû déjà avoir sa machette qui attend, son calibre 12 qui attend, sa fronde qui attend, son caillou qui attend, pour dire à Ali Bongo, tu triches, on casse. Tu ne peux pas prendre cette victoire. Nous savons d'avance que tu vas perdre. Tu ne peux pas gagner l'élection transparente au Gabon. Et donc, toute déclaration de victoire d'un Bongo au Gabon est automatiquement une victoire volée. Ça veut donc dire que personne n'était prêt. Il fallait faire un discours par lequel on disait qu'avant l'élection, on n'était pas prêt à accepter un autre résultat que le départ d'Ali Bongo. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Et il fallait donc aller dans les villages, distiller ce discours pour que le peuple sache qu'au lendemain de l'élection, il prend en main son pays. Ça voulait donc dire
que ce peuple devait être préparé à prendre d'assaut les préfectures, les gouvernorats, que ce soit à Libreville, à Port-Gentil, à Oyem, partout. Le peuple devait être préparé à prendre d'assaut les institutions de la République pour réclamer sa victoire. Mais personne n'a osé dire ce qu'il fallait dire au régime. Et voilà pourquoi on dit que techniquement, quelqu'un qui a passé 25 ans sous les jupes d'Omar Bongo ne peut pas avoir cette fibre insurrectionnelle. Et cette arrogance de croire que quelqu'un qui n'est dans l'opposition que depuis 2 ans peut maintenant donner des leçons aux gens comme moi ou des gens comme Bengon aussi, qui ont étudié la question gabonaise, qui ont conclu qu'il n'y avait pas d'autre voie que la rue. Et que vous arriviez là comme un martien pour dire aux gens, ouais, oui, on peut gagner par les urnes, allons seulement voter. C'est insensé. Vous vouliez réinventer une roue que les gens ont déjà déterminé, dont les gens ont déjà déterminé les modalités. Ça n'a pas de sens. Et c'est à cela aussi que les Gabonais doivent faire attention, parce que si vous savez, quand même par un simple fait de déduction scientifique, qu'il n'y a qu'une seule voie. Si quelqu'un arrive pour vous dire qu'il y a une autre voie, mais vous devez quand même être capable de dire, mais non, tu mens. Sors de chez moi. Vous lui faites une baffe sur la tête et vous dites, sortez de chez moi, vous êtes un menteur. Parce que la réalité, elle est là. Le Gabon ne changera pas par l'élection. Le Gabon changera parce que les Gabonais auront été dans la rue pour conquérir leur souveraineté. Et ça veut donc dire qu'il faut se préparer à cela, ne pas l'improviser, ne pas attendre le miracle ou les soulèvements spontanés. Les soulèvements spontanés sont toujours garantis après une élection, mais après 1 jour, 2 jours, ça se meurt. Si l'opposition n'a pas organisé le peuple pour justement aller dans la rue pour imposer sa volonté. Et maintenir ce mouvement pendant 1 mois, 2 mois. Vous voyez, en Tunisie, en Égypte, au Burkina, ça a changé, pas parce que le peuple a fait ça pendant 2 jours. Il fallait tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, dans la rue, rester dans la rue pendant le temps qu'il faut pour bien montrer au régime et à la communauté internationale que le peuple est déterminé. Maintenant, c'est trop tard, la bataille est perdue parce que là où il fallait se battre, c'est passé, la fièvre électorale, elle est passée. Ali Bongo, maintenant, est en train de normaliser son régime et est en train de profiter de ce dialogue inclusif pour se donner une nouvelle légitimité par laquelle il va encore bafouer ce même peuple pendant un autre mandat et demain un autre mandat pendant 20 ans, 30 ans. On est parti pour une présidence à vie exactement comme sous Omar Bongo. Je voudrais quand même aussi nous inviter à sortir de certaines contradictions, chers compatriotes, parce que j'ai l'impression que nous aussi, parfois au Gabon, on se contredit dans tous les sens. Il faut sortir de la prison mentale qui nous enferme à chaque fois que dans notre rapport avec la France. J'entends toujours des complaintes tout le temps sur oh, la France est responsable, c'est la France qui maintient Ali Bongo au pouvoir, c'est la France ceci, la France cela. Mais à un moment, il faut être cohérent. On voit des Gabonais maintenant marcher en France, tout ça, demandant aux Français de venir enlever Ali Bongo. Mais bon sang. D'un côté, vous dites, c'est les Français qui ont mis Ali Bongo et les Bongo au pouvoir. Mais de l'autre, vous voulez encore que ce soit eux qui viennent installer Jean Ping ou je ne sais pas qui au pouvoir. Mais quelle est la différence? Dans les 2 cas, c'est toujours la France qui détermine la destinée de votre pays, puisque vous leur demandez de mettre au pouvoir des hommes et des femmes. Même quand la France vous dit, écoutez, c'est une affaire entre vous, réglez ça maintenant entre vous. C'est un peu comme ça. Quand moi j'étais petit, ma maman, parfois quand je me battais avec quelqu'un d'autre, si je revenais à la maison en pleurnichant, ma maman me disait, repars. Et elle m'accompagnait, même m'accompagnait pour que je me rebatte avec la même personne, pour voir jusqu'à ce que je sois capable de battre l'autre personne. Parce que la maman ne supportait pas que je vienne pleurnicher à la maison parce que je me suis fait battre par quelqu'un. Donc, quand vous êtes dans un combat contre Ali Bongo, montrez que vous êtes des hommes. Si vous dites, Ali Bongo a perdu l'élection, c'est moi qui ai gagné. Mais il faut vous préparer à revendiquer votre victoire, à imposer votre victoire. Repartir chez les Français ou les Européens, c'est un aveu d'incapacité. C'est que vous n'êtes pas capable. C'est tout.
Et là, c'est ça les contradictions. Vous vous plaignez de la domination française au Gabon et vous attendez que ce soit encore les Français qui viennent installer un autre au pouvoir. Où est la logique là-dedans? Moi, il me semble que c'est au peuple gabonais et à ceux qui disent qu'ils ont gagné l'élection d'aller dans les rues du Gabon et imposer leur volonté et la France constatera, c'est tout. Faites que la France constate simplement que c'est vous qui avez la situation en main et c'est comme ça que vous gagnez le pouvoir. Et ça, c'est l'impératif même d'une prise de conscience qui s'impose à nous aujourd'hui. Que nous devons comprendre que ce n'est pas dans les rues de la France qu'on gagne le pouvoir au Gabon. Ça, c'est une vieille théorie qu'il faut évacuer. Ce n'est pas en France, ce n'est pas dans les rues de la France que vous gagnerez le Gabon. C'est dans les rues du Gabon. Il faut donc organiser la résistance dans les rues du Gabon pour que vous mettiez la France et la communauté internationale devant le fait accompli de votre désir de changement. Et ça ne peut s'accomplir que par le pouvoir démocratique de la rue, par des Gabonais qui imposent leur volonté dans la rue. Le Burkina Faso l'a fait, l'Égypte l'a fait, la Tunisie l'a fait, pourquoi pas non? Cette tendance à dire que voilà, on va pleurnicher chez les Français, voilà, moi j'appelle ça la politique petit nègre. Vous allez devant l'ancien colonisateur pour lui demander viens encore nous libérer, viens nous aider, mais non! Il faut sortir de ça, il faut décoloniser nos mentalités, il faut commencer à penser comme des adultes. Que la France, tout ce que vous devez faire, lui demander, c'est de justement faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire adopter une position de neutralité, laisser les Gabonais eux-mêmes se battre et que le meilleur gagne. Ce qui doit être nouveau, c'est la méthode, c'est-à-dire la manière de faire que ces victoires que nous savons, le peuple a toujours eues dans les urnes, même manipulées, que cette victoire se traduise par une prise de pouvoir effective. Mais la seule manière d'obtenir le pouvoir, ce n'est pas d'aller quémander à la façon petit nègre en France, vous allez vous mettre à genoux devant les Blancs. Oh, voilà. Mais les Blancs ne respectent pas les gens qui pleurnichent. Les Blancs respectent les gens qui imposent leur volonté, qui se battent comme des hommes. Ou des femmes de volonté, de détermination, de conviction. Pas des légumes. Ouais, vous nous avez dit de faire ceci, j'ai fait. Vous m'avez dit de faire cela, j'ai fait. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est des combats petits nègres. Vous allez vous plier devant un occidental qui vous rigole au nez. Les occidentaux respectent les gens qui se battent, pas les gens qui commandent le pouvoir. Imposez votre volonté, ils accompagnent. Mais ils s'allieront toujours à la situation, à la personne qui a la situation en main, que ce soit un dictateur ou non, ils iront à la personne qui a le pouvoir en main. Sortons donc de cette mentalité de dominer, d'esclaves, et affirmons-nous comme des gens qui veulent vraiment leur souveraineté. Et maintenant, évidemment, on sait très bien que le dialogue inclusif, c'est quoi? Ça va être encore une fois les mêmes choses. Ali Bongo sait déjà qu'il a su gagner du temps depuis août 2016. Maintenant, la question, c'est d'organiser la survie pour après. Et voilà pourquoi le piège des élections législatives a déjà été implanté dans l'esprit des Gabonais. On commence à voir des Gabonais qui disent « Oh, bon, c'est pas grave, allons au dialogue et ensuite allons à l'élection législative. » Mais cette élection législative, c'est une stratégie pour calmer les Gabonais, leur faire oublier l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que les gens qui s'engagent dans le dialogue inclusif ont déjà accepté Ali Bongo comme président du Gabon, ont déjà accepté la légitimité, et ceux qui iront à l'élection législative demain, plutôt que d'isoler Ali Bongo, vont encore aider Ali Bongo à s'implanter. Et moi, je vous le dis, je vous avais averti avant l'élection que Ali Bongo est capable de manipuler le résultat, quel qu'il soit. Rien n'empêche Ali Bongo demain de dire que dans une assemblée nationale comme aujourd'hui, qui n'a que peut-être quoi, qui a presque 100% de députés PDG, il peut décider de donner 30 postes de députés à des opposants qu'il aurait plus ou moins choisis par-ci, par-là, pour montrer que, voilà, il y a eu un progrès démocratique. La dernière élection, c'était un parlement à presque 100% PDG. Cette fois, il y a 30% d'opposition, ou il peut même donner 40 postes de députés. Mais tant qu'il maintiendrait sa majorité, même d'un seul député, il contrôle la destinée du pays.
Évidemment, ceux qui auront été élus députés au sein de l'opposition, bon, ils seront contents, ils vont manger. Mais ça va changer quoi pour le reste des Gabonais? Vous voyez, moi, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu ne deviens pas député? Pourquoi tu ne fais pas cela? Mais je me dis, oui, je peux devenir député, ministre, mais en fait, ça profite à qui? Si je suis dans un système qu'on ne peut pas contrôler, qui continue à voler comme avant, qui est toujours dans l'impunité, ça ne sert à personne qu'à moi. Oui, je peux avoir un poste de député et manger, je peux avoir un poste de ministre et manger, mais il n'y a que moi qui en profite. Vous serez content, au Mengara est ministre, mais ça vous apporte quoi? Ça change quoi dans vos vies? Moi, je mange, mais vous continuez à mourir de faim. Donc, c'est vous dire que c'est de la manipulation comme d'habitude. Le régime sait comment manipuler le vote. Il vous l'a montré avec la Cour constitutionnelle, parce que le régime a piégé l'opposition à ce niveau. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'Ali Bongo a fait? Ali Bongo savait qu'il avait perdu l'élection. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il fallait d'abord utiliser ce qu'on appelle la technique du gain de temps. Il fallait gagner du temps. Donc, il a rapidement organisé les choses pour qu'il renvoie tout le monde à la Sénat. Mais pour obtenir cela, il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait au Togo, c'est-à-dire qu'en se donnant presque 100% de participation et de vote, il contraignait tout le monde à aller à la Sénat pour essayer de décortiquer ce casse-tête chinois-là. Et il savait très bien que c'était une énormité. Hein, le résultat du Haut-Togoé était impossible. Il le savait. Mais il savait que ça, devant une opposition aussi indolente, aussi incapable, aussi incompétente, ça marcherait. Il le savait. Et quand il vous amène là-bas, il sait que la Sénat va forcément entériner sa victoire. Et qu'après, tout ce que vous aviez comme recours était de repartir à la Cour constitutionnelle. Et c'est là qu'il vous a eu. Parce que vous voyez, tout le monde au niveau de la communauté internationale, y compris la France, s'était engagé. Et il faut relire les déclarations avant l'élection et même après. Tout le monde avait dit que la loi gabonaise serait respectée. Et la loi gabonaise, c'est quoi? C'est la Cour. Le résultat de la Cour serait accepté par tout le monde. Donc, Ali Bongo savait que la seule chose qu'il avait à faire, c'est d'amener tout le monde à la Cour. Et à la Cour, il vous a encore joué, parce que vous voyez, de là, la Cour pouvait faire n'importe quoi. La Cour, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, normaliser un peu le résultat du Haut-Togoé pour le rendre un peu plus acceptable. Ça veut donc dire qu'en fait, quand Ali Bongo gagne l'élection au Gabon, là, il ne l'a plus gagné à cause de la manipulation du Haut-Togoé. Attention, et c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que quand la communauté internationale là, parle avec vous, oui, il y a eu anomalie, il y a eu ceci. Mais le problème, c'est que Ali Bongo n'a plus gagné l'élection à cause du Haut-Togoé. Ce qu'Ali Bongo a fait, c'est dire, bon, on normalise un peu le Haut-Togoé, mais on va invalider ailleurs, là où on n'attendait pas. Parce que l'opposition, par naïveté, croyait que les résultats étaient en béton ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'élection n'était pas en béton. C'est-à-dire que Ali Bongo vous a piégé là où vous ne l'attendiez pas. Vous vous êtes tous concentrés sur le Haut-Togoé. Mais lui, il savait qu'il pouvait invalider, il pouvait même normaliser le Haut-Togoé, mais aller invalider ailleurs. Vous aviez quel recours contre ça? Vous ne vous êtes pas préparé pour les autres cas. Et la Cour est allée simplement annuler certaines circonscriptions pour finalement donner à Ali Bongo une victoire encore plus forte que celle que le Haut-Togoé tout seul lui permettait. Et maintenant, tout le monde était dribblé. Les Gabonais de l'opposition étaient dribblés. La communauté internationale elle-même était dribblée. Mais ils pouvaient dire quoi? C'est la décision de la Cour. Et comme la Cour a détruit tous les procès-verbaux, enfin tous les bulletins de vote, parce que vous savez, pour qu'on fasse un recomptage des votes, même cette affaire de recomptage, elle était incohérente, c'était de l'imbécilité, j'allais dire, mais mon Dieu. Hein? On se dit, on va recompter. Mais vous recomptez quoi? Il y a une différence entre les procès-verbaux et les bulletins de vote. Quand on dit recomptage, ça veut dire qu'on doit être capable de recompter les bulletins de vote. Ça veut donc dire que les bulletins de vote doivent avoir été préservés, que la manière dont les bulletins de vote sont présentés a été préservée pour préserver le vote initial. Et ça veut donc dire que tous les bureaux de vote avaient le devoir de les conserver en l'état pour qu'en fait, on puisse recompter les bulletins de vote pour déterminer si le comptage était correct ou pas. Mais vous savez que le principe de préservation des bulletins de vote n'a jamais été observé au Gabon. Donc tout ce que la Cour avait à faire, c'est détruire les bulletins de vote et ne laisser que les procès-verbaux. Or, au niveau des procès-verbaux, c'est là que le régime a toujours eu les Gabonais.
Vous avez quel pouvoir? Si l'opposition dit voilà les procès-verbaux que nous on a, mais le régime peut dire mais non, ça c'est un faux, voilà le vrai. Vous avez quel pouvoir pour démontrer le contraire? C'est lui qui a le pouvoir administratif. Donc sa décision s'impose naturellement. Et ça, c'était des choses terribles que j'ai observées pendant cette élection, que finalement l'opposition pingouine n'a en fait rien préparé. Elle n'a préparé ni l'insurrection, ni même une défense électoraliste cohérente qui aurait pu faire qu'elle soit préparée, même pour les choses les plus simples. Rien. Elle s'est fait avoir à tous les niveaux. Quelle incompétence! Quel désastre! C'est incroyable. Et donc, une nouvelle élection au Gabon, alors que les conditions n'ont pas changé. Sincèrement, ça vous mène à quoi? Les mêmes causes mènent toujours aux mêmes effets. Les mêmes manipulations seront là. La même capacité du régime à manipuler le résultat sera là. Et même si on vous donne 30, 40 postes de députés après une élection pour calmer les esprits, parce qu'on peut prédire que c'est ce qu'Ali Bongo va faire, pour que la communauté internationale se calme, pour dire, ah, vous voyez, après le dialogue, il y a eu quand même progrès, l'opposition a quand même gagné 20 postes, 30 postes, 40 postes de députés dans l'Assemblée, donc c'est une Assemblée qui n'est plus monocolore, donc on peut plus ou moins accepter que le Gabon évolue, la démocratie évolue au Gabon. Et voilà, Ali Bongo vous a piégé, il a rétabli sa légitimité, il a préservé le mandat problématique, hein, puisque le mandat problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que ce mandat, encore plus que tous les autres, est illégitime. Du coup, ce mandat à l'origine illégitime, devient légitime de par le fait que les gens ont accepté de participer au processus que le régime a initié. Et du coup, il préserve tout son mandat, projetant tout le monde vers 2023 pour la prochaine élection présidentielle, mais entre-temps, il distribue quelques miettes de postes de députés par-ci par-là pour finalement rétablir le statu quo. Et entre maintenant et 2023, il va défaire même les accords du fameux dialogue inclusif, défaire les accords et rétablir en fait tout ce qu'on aura combattu. Et on se retrouvera exactement en 2023 dans la même situation qu'en 2009, dans la même situation qu'en 2016. Vous voyez, les mêmes causes mènent toujours aux mêmes effets. C'est dire que participer à ce dialogue, c'est en fait accepter de reconnaître Ali Bongo et de redonner le Gabon au Bongo pour 20-30 ans, parce qu'on ne voit pas comment on va en sortir. Et voilà pourquoi, chers compatriotes, j'ai envie de conclure sur l'idée simple que nous avons besoin de revenir tout simplement au principe DTE. Si nous voulons gagner ce combat ne peut plus se gagner par le canal de la victoire de Jean Ping. Ça, c'est terminé. L'affaire de Ping, là, en fait, devient pour le Gabon un blocage. Parce que tant que les deux frères ennemis bloqueront le discours politique national entre eux-mêmes, là, ils vont créer un immobilisme qui, en fait, profite à Bongo. L'affaire Ping, là, est très néfaste pour le Gabon. Tant que les Gabonais seront derrière Ping pour réclamer une victoire qu'ils ne pourront jamais obtenir, nous avons là, en fait, une recette des deux qui vous impose simplement que ce combat qui ne prendra pas fin entre les deux permet à Ali Bongo d'atteindre 2023. Simplement. J'ai presque envie de dire que si vous ne faites pas attention, vous êtes peut-être là en train d'aider deux frères à vous manipuler jusqu'au bout. Parce qu'en fin de compte, cette affaire de l'opposition qui fait toujours semblant mais ne va jamais au bout de la logique, il faut un moment que vous commenciez à y réfléchir. Est-ce que ce n'est pas parce que, en fin de compte, il y a une complicité? Pourquoi est-ce que vous pensez que la communauté internationale ne prend pas vraiment l'opposition gabonaise au sérieux? Moi, je vous avertis, à l'époque d'un Mbobam, on n'a pas pris un Mbobam au sérieux, hein, au niveau de la communauté internationale. Les carnets d'adresse, tout le monde a des carnets d'adresse, attention. Moi, mes carnets d'adresse ne me disent pas que il faut attendre quelque chose de la communauté internationale. Mes carnets d'adresse me disent, montrez-nous d'abord sur le terrain que vous êtes capable et nous, on vient en appui. Tant que cette réalité n'existe pas, on ne gagnera pas ce combat. Ça, c'est la position réaliste de vrais carnets d'adresse. Pas les carnets où on vous fait croire que tout va être fait par quelqu'un d'autre et non par vous-même. C'est vous, les Gabonais, qui allez changer votre pays et pas quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Ni des rues de Paris, ni d'ailleurs. C'est vous. Je pense qu'il faut rediriger l'énergie à autre chose. Cette autre chose, ce n'est plus l'idée que c'est Ping est président élu, tous ces fantasmes-là. C'est fini, c'est un combat perdu, ça.
Mais si vous continuez dans cette piste, vous créez l'immobilisme parce que vous allez perpétuer ce combat entre frères, qui est un combat manipulé, mais qui n'est pas un combat sincère, il faut le dire. Et attention. Le problème maintenant, c'est que ce combat immobilise tout le pays, empêche une évolution positive vers un débat libérateur. Et voilà pourquoi il faut sortir de ces fantasmes, de ces approches obscurantistes, parce qu'on vous vend l'obscurantisme. Et malheureusement, cet obscurantisme maintient le statu quo. C'est dans ce contexte qu'il me faut revenir à l'interview du professeur Albert Ndossa, qui est paru dans La Loupe, le journal La Loupe, du 9 décembre 2016. C'est une interview très importante. Pourquoi? Parce que elle offre d'abord une analyse de l'état des lieux qui est très importante et qui démontre qu'en fait, nous sommes dans une situation où il y a confiscation du discours politique par deux personnes, deux frères, qui en fait, soit mènent un combat familial, ou alors, voilà, sont dans le cas d'une machination contre le peuple gabonais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'explique que le pouvoir ayant été si facile à acquérir, Jean Ping ait fait comme s'il n'en voulait pas. Il n'a à aucun moment engagé ni enclenché les processus qui auraient pu mener au Gabon à une prise de pouvoir effective par l'opposition. Il y a donc tout un tas de questions que l'on peut se poser sur une telle incompétence, une telle incapacité. Mais il y a ensuite le fait que, comme je l'ai dit, la communauté internationale ne pouvant appuyer qu'une procédure en annulation, il aurait été important que l'opposition milite beaucoup plus pour l'annulation, parce qu'elle était beaucoup plus facile à accepter, à faire accepter à la communauté internationale. Et donc l'interview du professeur Ndossa propose en fait de renvoyer dos à dos les deux frères pour qu'ils ne continuent pas à confisquer ce discours, à immobiliser la nation. Cela veut donc dire que Ali Bongo doit renoncer à sa déclaration de victoire et Jean Ping également doit renoncer à sa déclaration de victoire de manière à permettre l'établissement d'une transition politique qui serait là le vrai débat politique national. Cette transition-là, qui serait forcément contraignante, dont les résolutions seraient contraignantes, devrait pouvoir nous amener dans un délai d'1 an à une toute nouvelle élection digne de ce nom. Une élection qui ne serait pas entièrement contrôlée par le régime des Bongo Ndimba. Donc, s'il y a une piste réelle aujourd'hui, je crois que cette piste-là est la meilleure. La piste d'une annulation, une annulation devant mener à une transition politique qui soit contraignante pour tous et qui prépare ce pays à de nouvelles élections. Cela, à mon avis, est la proposition essentielle du professeur Ndossa avec laquelle je suis entièrement d'accord. Nous sommes dans une situation où il faut être réaliste. Ping n'accédera pas au pouvoir sur la base de sa revendication actuelle. Mais nous ne devons pas non plus permettre à Ali Bongo de rester au pouvoir sur la base, j'allais dire, de l'affront politique qui a été fait au peuple gabonais, puisqu'Ali Bongo lui-même, il le sait qu'il a perdu cette élection. Il fait son gunda là, mais en réalité, nous savons que c'est un homme abattu. Il sait que le peuple gabonais l'a vomi. Il en a eu la preuve. S'il n'avait pas eu sa fameuse cour constitutionnelle, s'il n'avait pas eu une CENAP aux ordres, je crois qu'Ali Bongo serait de la vieille histoire aujourd'hui. Lui-même le sait. Évidemment, un dictateur comme Ali Bongo n'a pas honte, puisque la honte chez eux n'existe pas. Mais nous savons qu'il le sait. Il sait que le peuple gabonais l'a rejeté massivement. Une humiliation politique claire
Il sait également que la communauté internationale sait qu'il a perdu. Même si elle n'a pas pour mandat de proclamer les élections, Ali Bongo sait que la communauté internationale sait qu'il a perdu cette élection. Devant cette réalité, nous voyons que dès lors que l'élection est de toute façon jugée non crédible par tout le monde, puisqu'Ali Bongo, la raison pour laquelle il a dû annuler des circonscriptions dans l'estuaire et qu'il reconnaît, du moins, bon, nous savons que c'est une manipulation, mais il démontre là qu'il y a eu des circonstances qui ont remis en cause la crédibilité du vote. Et comme tout le monde s'accorde également pour affirmer que le Haut-Ogooué ne s'est pas passé de manière crédible et que tout ce qui s'est passé là-bas est de nature à décrédibiliser le vote et le processus électoral dans son entièreté, nous avons en réalité au Gabon la recette d'une annulation pure et simple de l'élection présidentielle d'août 2016. Ça veut donc dire que si l'opposition a, à mon avis, aujourd'hui, une perspective qui puisse être porteuse, cette perspective doit se dérouler autour du besoin d'amener à une annulation de l'élection présidentielle de 2016. Sans cela, il n'y a pas d'autre voie. La voie de Ping, elle est perdue. Ping n'accédera pas au pouvoir au Gabon. Mais nous pouvons encore nous battre autour de l'idée d'annuler l'élection, d'invalider la présidence d'Ali Bongo, d'invalider son mandat actuel et d'amener le pays à une situation qui l'oblige soit à la démission, soit à composer dans un cadre qui nous amène à une transition dont il ne serait pas maître. Et ça nous obligerait donc à un débat politique national, le seul qui vaille la peine d'être mené au Gabon. Le débat d'une annulation menant à une transition politique, cette transition devant préparer le terrain à de nouvelles élections et nous amener à désigner un président qui soit réellement le fruit de la volonté du peuple gabonais. Voilà, chers compatriotes, je crois l'essence, l'importance de cette interview du professeur Ondossa, qui est en réalité une interview nous invitant à une troisième voie politique. C'est-à-dire que si vous regardez bien l'idée de n'être ni avec Ali Bongo, ni avec Ping dans ce processus, de faire que ces deux frères-là dégagent et permettent finalement à ce pays-là de se concentrer sur l'essentiel, je crois que nous aurions là la seule opportunité qui vaille pour nous amener à quelque chose de porteur pour ce pays. Mais tant que ce débat entre Ping et Ali Bongo durera, autour du contentieux tel qu'on le sait, le pays sera immobilisé. Et ça assure tout simplement à Ali Bongo un mandat jusqu'en 2023. Est-ce que c'est ce que nous voulons? La troisième voie sera donc cette manière pour le peuple gabonais de dire, écoutez, au lieu de perdre du temps avec les histoires de Ping, concentrons-nous sur la chute d'Ali Bongo. Parce que voyez-vous, la chute d'Ali Bongo est la seule chose qui puisse nous garantir la victoire par les urnes. Et voilà pourquoi j'ai souvent dit que il est inutile pour qui que ce soit aujourd'hui de rêver d'être président du Gabon tant que le système Bongo est en place. Ça veut donc dire que la priorité du combat politique n'est pas de désigner un président ni des candidats. L'urgence est simplement d'abord de causer la chute d'Ali Bongo et ensuite d'amener une transition politique qui, elle, se chargera de préparer des élections dignes de ce nom. Voilà, je l'ai dit avant l'élection, je continue à le répéter parce que c'est la seule solution, c'est la seule voie. Les Gabonais qui, aujourd'hui, se perdent dans toutes sortes de fantasmes devraient se ressaisir pour comprendre qu'il faut en réalité revenir au point de départ. Le point de départ veut donc dire constituer une force politique, construire une force politique d'opposition capable d'amener Ali Bongo à la chute. Si cette élection peut servir à quelque chose, la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est de militer pour cette annulation. L'annulation étant en fait cette déclic qui peut recentrer les choses dans notre pays. Je vous invite donc tout simplement à vous préparer pour cette troisième voie politique. Parce que c'est dans ce sens-là que je crois le combat doit se diriger désormais. Ali Bongo doit partir.
Les Bongo doit partir. Et Bongo doit partir parce que, vous savez, j'ai l'impression que beaucoup se comportent comme si tous ces sujets qui avaient pignon sur rue avant l'élection doivent être oubliés. C'est comme si, quelque part, la classe politique nationale, y compris l'opposition, s'était organisée pour en réalité venir effacer le péché originel d'Ali Bongo. Moi, il me semble que la question de l'acte de naissance, du faux, n'a jamais été évacuée. Cette question doit revenir, être ravivée. Cette question doit être ravivée. La question de l'acte de naissance n'a jamais été évacuée. L'usage de faux, qui est un crime contre la nation, ce faux qui a permis à Ali Bongo déjà de se vautrer au pouvoir en 2009, n'est pas évacué. Cet acte de naissance demeure un acte de parjure. Nous avons donc au pouvoir toujours un président de parjure qui, évidemment, aujourd'hui se caractérise par un double vol électoral. La première fois, c'était le parjure politique, l'usage de faux qui lui a permis d'accéder au pouvoir et donc d'être candidat. Et à cela s'est ajoutée la fraude de 2016. Nous avons donc là deux péchés impardonnables. Il faut ramener tous ces sujets et les mettre sur la table. Mais nous avons désormais du travail à faire. Ce travail consiste simplement à remettre en place des idéaux, des manières de faire la politique qui nous ramènent petit à petit aux positions originelles. Et ces positions nous imposent non plus l'improvisation. Sortons un peu de l'émotion. On ne peut pas réussir ce combat avec l'émotion. L'émotion, c'est quoi? C'est comme je voudrais certains de nos jeunes à un moment, oh, mais Gara, voilà, prenons l'avion, allons simplement au Gabon. Comme si un combat se réduisait au simple fait de prendre un billet d'avion et de se pointer à l'aéroport à Libreville et on avait gagné le combat. Non. Vous voyez, quand je suis allé au Gabon en 2015, août 2015, c'était pour observer le terrain, voir les rapports de force, étudier le terrain. Évidemment, une conclusion que j'ai tirée de là est que oui, la diaspora aura à un moment un rôle à jouer, mais ce rôle sera un rôle de terrain aussi. C'est-à-dire qu'il faut nous préparer à aller sur le terrain, mais on ne peut pas improviser ce retour. Il faut le préparer. Il faut avoir les moyens de l'autonomie financière. Il faut avoir les moyens de l'autonomie politique. L'idée, c'est de ne pas aller au Gabon pour être à la merci des anciens pédégistes. Ceux-là ne vont pas vous permettre de gagner. Ceux-là ne vont jamais investir leur argent pour libérer le Gabon. Parce qu'en réalité, il faut le comprendre, c'est de la politique. Les hommes politiques ont tendance à investir pour eux-mêmes. Donc, s'ils vous donnent de leur argent, c'est pour que vous les souteniez. Mais le problème, c'est que nous n'en sommes pas à l'étape de soutien. Nous sommes à une étape de combat. Une étape de combat. Nous ne sommes pas encore à l'étape politique au Gabon. L'impératif, c'est l'impératif du combat. Il faut organiser le combat entre nous et la présidence de la personne que nous voulons. Il y a encore le régime Bongo qu'il faut abattre. Ça, c'est le principe de base. Donc, du coup, si nous devons jouer un rôle, il faut organiser une troisième voie politique qui n'est pas la voie de Ping, qui n'est pas la voie d'Ali Bongo. Si nous ne pouvons obtenir l'annulation, qui est la seule voie viable, qui aurait permis aux Européens de soutenir politiquement l'opposition nationale, si cette voie elle est impossible, l'autre voie c'est simplement la voie de l'insurrection. Mais on ne peut pas l'improviser parce que ça ne s'improvise, ça se prépare. Et la préparation veut donc dire commencer dès maintenant. Vous voyez, si aujourd'hui on vous dit préparez-vous même pendant 5 ans, vous allez dire oh c'est trop long, machin, parce que vous êtes dans l'émotion. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il suffit de prendre un billet d'avion et d'aller au Gabon et on a gagné le combat. Ça, c'est de l'enfantillage. Un combat se prépare. Ça veut donc dire qu'il faut d'abord créer la convergence entre les gens qui pensent que oui, nous avons raison, il faut se préparer. Et la préparation veut donc dire organiser la capacité financière autonome. Parce qu'on ne peut pas aller au Gabon, par exemple, en tant que diaspora, pour compter sur l'argent des anciens pédégistes. Ça veut dire que votre combat tout entier est dépendant d'eux. S'ils bloquent, vous êtes bloqué, puisque leurs moyens, vous en dépendez. Donc la troisième voie que nous conseillons aujourd'hui,
veut être autonome politiquement, que quand on se retrouve au Gabon, même pour parler avec le reste de l'opposition, ils nous respectent parce qu'ils savent que nous avons nos propres moyens, que même avec eux ou sans eux, nous sommes capables de continuer ce combat-là. Et vous verrez même qu'à ce moment-là, les questions d'unité là n'ont pas d'importance. On ne fait pas une insurrection avec tout le monde, parce qu'en réalité, vous verrez que dans toutes les sociétés qui changent, c'est toujours une minorité agissante qui est dans les rues, qui fait ce qu'il faut. C'est donc une équation simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est convaincre la portion radicale, révolutionnaire de notre population pour avancer avec celle-là. Et laisser derrière ceux qui hésitent, ceux qui pensent qu'il faut négocier, ceux qui pensent qu'il faut juste aller aux élections. C'est un combat facilement gagnable, mais on ne le gagnera pas avec l'émotion. Il faut le gagner parce qu'on s'est préparé. Il faut donc arrêter cette mentalité où on dit qu'il faut aller en France pour quémander le pouvoir à la manière petit nègre. Oh, Gabon, machin, libérez-nous. Non, il faut arrêter avec ça, c'est des fantasmes. La France ne viendra pas. Et en fait, si la France voulait vraiment enlever Ali Bongo, elle n'a pas besoin de passer par vous. Elle impose sa propre clique et voilà, c'est vite fait. En 24 heures, c'est fini. Si la France voulait s'en débarrasser, c'est ça. Mais si vous voulez imposer votre volonté à la France, c'est dans les rues du Gabon qu'il faut le faire. Pas à Paris. Ça ne veut pas dire que je décourage les Gabonais qui marchent, parce que ça, c'est important de le dire. Je félicite d'abord, d'ailleurs, ces Gabonais. Je les encourage à continuer. Mais je dis, si vous marchez, parce que vous espérez que vous allez mettre Ping au pouvoir, votre énergie, vous la perdez en fait pour rien. Moi, je dis, marchez. Faites ce que vous faites déjà, mais faites-le dans un esprit qui dit que il s'agit simplement de ne pas laisser de répit au régime des Bongo. Il faut les traquer tous. Et c'est bien ce que vous faites. Mboranto vient à Paris, vous allez à son hôtel, vous l'éclaboussez, vous la ridiculisez. Ali Bongo veut venir à Paris, vous faites la même chose. Ça, c'est important. Faites-le parce qu'il s'agit simplement d'affaiblir ce régime. Mais si vous le faites parce que vous espérez mettre Ping au pouvoir, vous échouerez, vous aurez dépensé votre énergie pour rien. Et comme des gens comme moi, Bengonossi et les autres, des gens comme Ondosa, sont un peu restés dans la lignée idéologique hein, qui dit qu'il faut amener le pays à une situation voilà, de bras de fer, de rapport de force, où finalement l'opposition devrait être capable d'imposer sa volonté, et bien cette voie-là reste la seule qui puisse nous garantir l'alternance. Et voilà pourquoi je vous invite à vous ressaisir, non pas dans la poursuite donc, des illusions, des fantasmes, mais dans l'idée qu'il faut désormais embrasser un combat réaliste, un combat qui nous fait d'abord reconnaître que le changement ne viendra pas au Gabon par le miracle de Jésus-Christ. Le changement ne viendra pas par la bonne volonté des Bongo. Le changement ne viendra que parce que les Gabonais auront décidé, dans la rue, de reconquérir leur souveraineté. Ça, c'est la seule solution. Ça, c'est la seule position qui soit viable. Je vous invite donc à une réorganisation citoyenne autour des principes scientifiques, mathématiques, inviolables, qui nous impose désormais de nous orienter résolument vers une insurrection qui soit capable d'amener à la destitution d'Ali Bongo, à la mise en place d'une transition politique qui va réorganiser notre pays et ensuite puisse nous mener à des élections dignes de ce nom qui feront que le Gabonais élise la personne de son choix. Vive le Gabon, vive la DTE, vive l'engagement citoyen, vive la nouvelle République. Je vous remercie.
nene. Zai ligu mamete.